thousands of Chinese who were unable to return to their homes were nearby sick, starving, and jobless. The Japanese occupied and then with... Un jour de 1942, un Français de plus de 70 ans quitte Beijing à vélo. Sur son porte-bagages se trouvent des médicaments qu'il s'apprête à livrer à une base de la résistance anti-japonaise. À cette époque, Beijing est sous la domination brutale du Japon impérial et toute forme de résistance est sévèrement réprimée. Arrivé au poste de contrôle à la sortie de la ville, le Français est interpellé par les soldats japonais. C'est l'instant crucial. Sa vie est en jeu. La destination du Français téméraire est à 47 km de là, dans les collines de l'Ouest. C'est des souvenirs pour moi très émouvants de découvrir cette période que je n'ai pas connue et de redécouvrir l'histoire de mon père à l'époque à Pékin. Ses visiteurs sont Jean-Louis Bussière, sa femme et sa fille. Son père, le docteur Jean-Augustin Bussière, qui a été le propriétaire des lieux, leur a légué son nom, le Jardin Bussière. Né en 1872 dans un petit village de la Creuse, Jean-Augustin Bussière est avide d'aventure dès son plus jeune âge. À tout juste 20 ans, il intègre la fameuse école de médecine militaire de Bordeaux. Auréolé de son doctorat, il se lance dans l'exploration de terres lointaines. Sénégal, Inde, Vietnam, Iran, il combat des fléaux mortels comme la peste et le choléra. Il brave l'inconnu. L'année 1913 marque un tournant dans sa quête. Il débarque à Beijing, la capitale d'un empire millénaire. Pendant plus de 40 ans en Chine, il sera témoin de grands bouleversements, de l'invasion japonaise et de la naissance de la République populaire de Chine. En 1913, Bussière, âgé de 41 ans, arrive en Chine. Il occupe le poste de médecin à l'ambassade de France et est également nommé directeur de l'hôpital Saint-Michel à Beijing. Bussière était déjà un médecin réputé avant de venir en Chine. Il avait travaillé dans des institutions prestigieuses, telles que l'hôpital des Invalides ou l'Institut Pasteur. C'était un généraliste qui excellait en chirurgie. À cette époque, en Chine, l'impérialisme féodal porté par 2000 ans d'histoire vient d'être renversé. Un tout nouveau système républicain fait ses premiers pas sur la scène historique, tandis que des forces anciennes et nouvelles continuent de lutter. Diverses puissances étrangères, enracinées dans le pays, cherchent à tirer profit de cette situation complexe. Les querelles sont incessantes, l'économie en crise et la société en proie au tumulte. Pourtant, malgré les difficultés, à l'hôpital Saint-Michel, sous la direction attentive du docteur Bussière, règne en tout temps une atmosphère humaine et chaleureuse. Parmi ses patients, on trouvait des dignitaires et des personnalités influentes comme Yuan Shikai, l'empereur, et des mondains célèbres, sans négliger les citoyens ordinaires. Il a participé au développement sanitaire et de l'hygiène en Chine. Il a aidé à développer les hôpitaux, dont l'hôpital français Saint-Michel qui a été agrandi pour recevoir les Chinois. Pour ce médecin au grand cœur, les patients ont tous droit aux mêmes soins, quel que soit leur statut social, qu'ils soient issus de l'élite ou qu'ils soient des démunis et des parias. Au prix d'un travail constant et acharné, Saint-Michel devient rapidement le meilleur hôpital de Beijing. Le peuple chinois, touché par la bonté du docteur Bussière, surnomme avec affection l'établissement l'hôpital français.
Bussière accueille parmi ses patients de nombreuses figures importantes de l'histoire de Chine. Et notamment, durant l'hiver rigoureux de 1918, un certain Mao Tse-tung est lui aussi soigné par le dévoué docteur Bussière, qui est loin d'imaginer le destin hors du commun que rencontrera son jeune patient. L'hôpital Saint-Michel était en manque de lits, Bussière est intervenu pour lui trouver une place. La renommée du médecin français continue de s'accroître. Son talent et sa générosité sans bornes sont connus dans les moindres recoins de Beijing. Il s'attire les faveurs des plus prestigieuses institutions du pays. Bussière n'était pas seulement un médecin renommé, c'était aussi un activiste social. Chaque mercredi, il organisait des salons littéraires dans sa résidence située au cœur de Beijing, rassemblant des élites et des célébrités de tout horizon. C'était une époque de bouillonnement intellectuel et de rivalité ouverte ou secrète entre différentes forces. Parmi les invités prestigieux, Li Shizheng entretenait avec lui une relation particulière. Issu d'une famille influente sous la dynastie Qing, Li Shizheng était parti étudier en France en 1902. Là-bas, il avait été ébloui par la France de la belle époque qui avait profité de la révolution industrielle. Les intellectuels chinois essayent de réfléchir à ce qui peut sauver la Chine, parce que la vraie question est celle-là. Ils constatent donc que la Chine est en retard, elle est en retard donc sur le plan technologique, elle est en retard sur le plan institutionnel, sur le plan politique, éventuellement culturel, etc. Ils s'aperçoivent que le peuple est vraiment très en retard et complètement obscurantiste et qu'il faut répandre l'éducation dans le peuple entier. À son retour en Chine, Li Shizheng, en tant que notable influent de la jeune République, s'engage corps et âme dans la modernisation de son pays. Il initie une vaste réforme de l'éducation, créant plus de 20 classes préparatoires aux études en France. Il offre cette opportunité à tous les jeunes et les encourage à poursuivre leurs études en France, tout en y travaillant. Dans cette entreprise ambitieuse, il bénéficie du soutien de Bussière, acteur clé de la communauté française en Chine. Bussière examine alors les jeunes étudiants partant en France et rédige des certificats médicaux, utilisant également ses relations pour leur fournir des lettres de recommandation. Ce dont la Chine a besoin dans le domaine technique, ce sont des jeunes gens solidement instruits, ayant une instruction pratique leur permettant, au retour dans la patrie, d'être immédiatement à même de devenir des chefs d'industrie capables. Bussière a fortement contribué. Il a obtenu 500 billets de bateau gratuits auprès du gouvernement français qu'il a offert à nos étudiants qui partaient à l'étranger. C'est le fameux mouvement Travail-études qui, de 1919 à 1920, permet à près de 2000 étudiants chinois de se rendre en France. C'est un système mi-travail, mi-études, où les étudiants, par des formules de travail diverses, qui peuvent être soit un an de travail dans une usine, ou un bureau ou un magasin de fleurs, soit du travail en même temps qu'ils étudient, les étudiants pourront financer leurs études. En terre étrangère, ces jeunes étudiants se consacrent à leurs études et travaillent très dur. Certains acquièrent des techniques avancées. D'autres embrassent des idées progressistes, prêts à devenir de futurs piliers de la Chine. Par la suite, les principales villes chinoises connaissent toutes des mouvements de grève et de protestation. Juste à côté des rues où des étudiants fervents manifestent, l'université franco-chinoise de Pékin accueille ses premiers élèves en 1920. C'est un moment de grande émotion de me retrouver ici,
sur un site désormais historique où mon père, avec André Dormont et Tsai Wan-pei, ont fondé l'Institut franco-chinois. Ils avaient à ce moment-là la volonté de moderniser la Chine et d'apporter les meilleures connaissances aux étudiants chinois et de permettre également les échanges entre la Chine et la France en envoyant des étudiants faire leurs études en Europe et en France. L'université franco-chinoise aura été une tentative innovante conçue conjointement par les milieux éducatifs chinois et français. La section chinoise couvrait tous les niveaux d'éducation, de l'école primaire à l'université, tandis que la section française, basée à Lyon, était en charge d'accueillir les étudiants chinois les plus méritants pour poursuivre leurs études supérieures en France. Bussière, siégeant au conseil d'administration de la section chinoise, y enseigne le français et la médecine. Aujourd'hui, ce site classé patrimoine protégé accueille un centre d'échange culturel franco-chinois. Christine Cailleul en est la présidente. Et qu'est-ce qu'il a amené en Chine ? Alors, ce qui l'a amené en Chine, c'était le goût des voyages et de l'aventure. Parce qu'il est arrivé en Chine en quelle année ? 1913. Parce qu'il faut quand même avoir un sacré goût de l'aventure pour arriver à... En créant cet institut, ils ont voulu ouvrir justement les deux cultures et les fondre un peu ensemble. Donc on est bien sur l'idée d'une vraie coopération franco-chinoise. Tout à fait. Et là, c'était un véritable partage. Non seulement c'est un grand médecin, mais un grand médecin qui a su faire preuve d'un sens de la solidarité et de la fraternité humaine comme peu de gens. De 1920 à 1950, malgré les guerres et les bouleversements, l'université franco-chinoise a envoyé 473 étudiants chinois étudier en France au cours de ses 30 années d'existence. Parmi eux, 131 ont obtenu un doctorat et 60 ont reçu un certificat d'ingénieur. Je trouve que, par exemple, tout ce lieu dans lequel nous sommes, ici, émouvant, c'est-à-dire qu'il est là encore. Et il est là et il est intact. C'est un témoin. C'est un témoin de tout ça, c'est-à-dire qu'on est tous les deux réunis dans ce lieu ouvert par Tsai Wan-pei, avec le concours de notre père, et l'histoire continue. En 1923, 10 ans après son arrivée en Chine, Bussière n'est plus un simple étranger de passage. Dès qu'il le peut, il explore les quartiers populaires, s'immergeant dans le quotidien des habitants. Il assimile la langue, les traditions locales et la vie des Pékinois ordinaires, aspirant à une compréhension profonde de la culture qui l'entoure. Maîtrisant désormais le mandarin avec aisance, il prend même plaisir à porter des vêtements traditionnels. Cependant, au moment où il s'intègre pleinement à la société chinoise, le destin lui porte un coup cruel. Sa femme décède des suites d'une maladie et sa fille est également frappée par une sévère infection pulmonaire. Bussière veut bâtir un jardin, un havre de paix dans la campagne ouest pékinoise pour offrir à sa fille un lieu où respirer un air pur. L'ouest de Beijing, avec ses collines vallonnées et ses paysages magnifiques, a toujours été un lieu privilégié pour les Pékinois, souhaitant échapper aux fortes chaleurs et se ressourcer. On y trouve non seulement des jardins impériaux, mais aussi d'innombrables jardins de villas privées. Quand les villageois ont entendu que le docteur Bussière souhaitait construire son domaine familial ici, ils ont accueilli l'idée avec beaucoup d'enthousiasme. Ils se sont volontairement mobilisés pour contribuer à la construction du jardin. Nichée dans des collines de granit, cette propriété évoque à Bussière ses terres natales. Ainsi, il conçoit en ce lieu une demeure à l'image de celle qu'il a jadis connue en France. Il creuse des canaux et plante des chênes importés de sa lointaine patrie. Lorsque le jardin est achevé, des villageois accourent de partout
tambour battant pour féliciter le valeureux docteur. Quand j'avais environ 5 ans, mon père m'a emmené au jardin Bussière. Ce qui m'a le plus marqué, c'est la petite tour. On pouvait monter par un escalier, mais il n'y avait pas de lumière, donc c'était très sombre. Plus tard, le docteur Bussière nous a fait visiter tout le jardin. Lorsque j'ai découvert la fontaine, chose que je n'avais jamais vue auparavant, ronde et avec de l'eau jaillissant très haut, j'ai trouvé ça tellement amusant que je n'ai plus voulu partir. Bussière avait une affection particulière pour le peuple chinois, touché par leur simplicité et leur chaleur. Il disait que parmi les paysans des différentes nations qu'il avait visitées, ceux de la Chine étaient les plus humains. C'est pourquoi il voulait s'installer dans un lieu profondément ancré dans le terroir, un lieu représentatif de la véritable vie des gens ordinaires en Chine. Lorsque le bon docteur apprend les difficultés des villageois des alentours, il n'hésite pas à voler à leur secours, leur offrant des soins et des médicaments. Mon père, qui aimait beaucoup les villageois et avait fait construire la tour qui est en dessous de cette maison pour soigner gratuitement les villageois, a continué cet exercice pendant de nombreuses années et ma mère l'assistait comme une infirmière. Au rez-de-chaussée, il avait aménagé une salle d'attente pour les patients. Au premier étage, on y accédait par un étroit escalier en bois d'à peine 60 cm de largeur. C'est là qu'il recevait ses patients pour les consultations. Quant au deuxième étage, il servait à stocker les médicaments ou à se reposer. 70 ans après, Hu Baoshan se souvient encore parfaitement des soins que le docteur Bussière lui a prodigués. C'était l'été 1943. Il faisait extrêmement chaud. Il y avait un étang près du village. J'y ai plongé. Je m'y suis baigné. J'étais en sueur sur le trajet du retour et je suis tombé malade. J'ai eu une forte fièvre. La fièvre s'est aggravée. Les médecins du village ont essayé de me soigner sans succès. Finalement, je ne pouvais plus bouger ni mon épaule, ni mes jambes. Elles étaient enflées. Faute de moyens, il était impossible de me conduire dans un grand hôpital. Je m'attendais à mourir. Heureusement, le docteur Bussière était présent dans les collines. Mon père et mon frère ont emprunté un âne pour me transporter, entraînant ma jambe jusqu'au jardin Bussière. Je m'en souviens très clairement. À l'époque, l'alcool était rare. J'ai senti une forte odeur d'essence. Le docteur a utilisé de l'essence pour me désinfecter, puis d'un coup de scalpel, il a ouvert ma blessure. Il en est sorti beaucoup de pus et de sang. La douleur était telle que j'ai perdu connaissance. Il n'avait pas vraiment de médicaments, donc il a utilisé une solution de permanganate de potassium pour rincer la plaie. Il n'y avait pas assez de gaz et de sparadrap. Le docteur Bussière a utilisé un petit morceau de gaz pour couvrir la blessure, puis il a utilisé du papier pour la recouvrir. Mon père a posé des questions, il lui a dit que c'était déjà désinfecté. Il avait coupé le bout de mes chaussettes et les avait enfilées sur ma jambe. Il n'avait pas de bandage. Alors il a juste utilisé ma chaussette et m'a recommandé de la porter ainsi. Il soignait les gens de village sans jamais demander un sou. Il offrait même des médicaments. Les anecdotes sont très nombreuses. Parmi les patients, il y a eu mon grand frère qui avait 2 ou 3 ans. Les conditions sanitaires à la campagne étaient mauvaises et les enfants souffraient souvent d'ulcères et de furoncles. Il pleurait, il ne pouvait plus dormir, alors ma mère l'a porté sur son dos et a marché 3 km pour venir ici. Dans ce même lieu, le docteur ira jusqu'à réaliser des opérations complexes où la vie et la mort vont se jouer à chaque fois. La mère d'un de mes camarades de classe a eu un cancer du sein. C'est également le docteur Bussière qui l'a opéré dans cette maison.
Tout l'argent qu'il gagnait en soignant les notables et les riches en ville était utilisé pour soigner les paysans. Ses amis l'appelaient le Robin des Bois des collines de l'Ouest. Les paysans étaient très pauvres. Que pouvait-il offrir en retour au docteur Bussière? Il venait souvent au jardin pour voir si le docteur avait besoin de main-d'œuvre pour planter des arbres ou des fleurs. Dès qu'il en avait besoin, il lui venait en aide. Sinon, il lui offrait des paniers d'œufs. En témoignage de la gratitude des villageois, aujourd'hui encore sont gravés sur l'arche de la clinique 4 caractères. Médecin, sauveur du monde. Le docteur Bussière m'a sauvé la vie. Je ne l'oublierai jamais. Cinq mois plus tard, tout le nord-est de la Chine tombe aux mains de l'armée japonaise. 1,5 million de kilomètres carrés de territoire sont sous le joug des forces d'occupation. Plus de 30 millions de Chinois deviennent des citoyens sans pays. Et l'invasion continue de progresser vers le cœur du pays. En 1937, à l'âge de 65 ans, le docteur Bussière tire sa révérence du poste de directeur de l'hôpital Saint-Michel. Avec plus de 2 décennies de bons et loyaux services, il aspire à une retraite paisible, sans se douter que le monde est au bord du précipice. Les échos lointains de la guerre grondent aux portes de Beijing. Alors que l'ennemi japonais fait loi, des flots de civils terrifiés quittent Beijing, mais le docteur Bussière refuse d'abandonner ses patients. Malgré le danger, malgré les supplications de ses proches et collègues, stoïquement, il reste coûte que coûte auprès de ceux qui n'ont d'autre choix que de subir l'occupation. Quoi qu'il advienne, il tiendra. Bussière n'était pas à Beijing lors de l'incident du 7 juillet, car il revenait en urgence de Shanghai. Mais même avant son retour, il avait déjà fait part de son soutien à la lutte du peuple chinois contre les envahisseurs japonais en envoyant une note à la Croix-Rouge de Beijing. Les archives de la Croix-Rouge rapportent fidèlement son dévouement et son immense contribution. Le corps médical de la mission diplomatique, représenté par le docteur Bussière, a souhaité offrir ses services à la Croix-Rouge. Cette proposition a été la bienvenue. Quand la guerre a éclaté, où les Pékinois auraient-ils pu aller? Ils étaient coincés, pris au piège. C'est pourquoi Bussière est resté avec eux. Il se considérait comme l'un des leurs et n'avait pas la moindre intention de partir. Le docteur Bussière a lié son destin à celui de la Chine et de son peuple. Après l'incident du pont Marco Polo, il s'est naturellement rangé aux côtés du peuple chinois, dans un esprit de solidarité, partageant leur colère envers l'ennemi commun. Le 30 juillet 1937, au matin, bravant le danger, Bussière accompagne l'attaché militaire français qui part observer le front. En voiture, ils foncent ensemble vers l'ouest, constater l'horreur de leurs yeux. Des hurlements déchirants, des victimes, un ennemi sans aucune pitié. Peu après leur arrivée, Bussière entend des cris de détresse. En arrivant à Wanping, ils sont tombés sur une femme effondrée au milieu de la route, pleurant à chaudes larmes.
À ses côtés, un jeune homme gisait, immobile et ensanglanté. Bussière a sauté de la voiture. Le jeune homme respirait encore faiblement. Avec l'aide de l'attaché militaire, il a transporté le corps au bord de la route et en un éclair, il a ouvert sa trousse de secours et entamé des soins d'urgence, malgré les balles et les obus qui fusaient autour d'eux. La vision de l'horreur hantera Bussière à jamais. Sur le chemin du retour, une idée fixe l'habite. Penser les blessures du peuple chinois qu'il aime tant. Arrivé au jardin Bussière, il réunit en hâte son personnel, donne des ordres fermes. Sa demeure est transformée en poste de secours de la Croix-Rouge, afin d'accueillir les blessés. Il va décider de soigner le plus de blessés possible, quelles que soient leurs origines, et il va installer des ambulances pour aller chercher les blessés et les soigner au pied des collines dans son dispensaire. Bussière n'hésite pas à agir, même sous le joug japonais. Et pour cause, il vient d'être élu à la tête du comité de la Croix-Rouge française à Beijing. Fort de plus de 20 ans d'influence et de charisme, il est prêt à mobiliser toute sa force d'attraction pour soutenir courageusement le peuple chinois dans sa lutte contre l'oppresseur japonais. 15 jours après sa visite au front, une heureuse nouvelle parvient à Bussière. Le jeune homme blessé qu'il a secouru dans l'ouest de Beijing est tiré d'affaire. Pour célébrer sa guérison, il immortalise l'instant en photo avec la mère et le fils devant la grande porte à l'ouest de la ville. Fin juillet 1937, catastrophe nationale. Beijing tombe aux mains des envahisseurs japonais. On ne compte plus les villes qui sont désormais occupées. À Beijing, les Japonais s'abandonnent au pillage et à la violence, imposant leur joug dans un climat de terreur. Mais, dans l'ombre, la résistance s'organise. Abrités par les collines de l'Ouest, les patriotes se rassemblent à la base secrète de Pingchi et se préparent à une contre-attaque. Les combats sont souvent sanglants. Le blocus draconien des Japonais provoque de cruelles pénuries de médicaments, notamment d'antibiotiques et d'antidouleurs si précieux pour soigner les blessés. Comment se procurer ces médicaments vitaux et les faire parvenir malgré le blocus jusqu'à la base de résistance? En 1939, un message secret est transmis depuis la base de résistance jusqu'aux mains d'un certain Huang Hao, résident à Beijing. Huang Hao était un homme aux multiples facettes. D'un côté, il était le respecté président d'une église. Mais derrière cette façade publique se cachait un autre rôle, bien plus risqué. Il était agent au sein d'un groupe de résistance. Le message décrit en détail les médicaments qu'il faut acheminer au plus vite à la base. Mais comment faire passer ces précieuses cargaisons sans se faire repérer par la surveillance implacable des gardes japonais? Les options sont risquées. D'abord enrobés de papier huilé pour les protéger de l'eau, les précieux médicaments trouvaient ensuite refuge dans la vessie d'un cochon, ce qui constituait une couche de protection supplémentaire. Le paquet était ensuite dissimulé au fond d'une charrette de fumier que les travailleurs devaient transporter à l'extérieur de la ville. C'est comme ça que de nombreux contrôles étaient déjoués et que les précieux médicaments atteignaient la base de la résistance. Mais cela ne permet que de faire livrer de petites quantités à chaque trajet, alors que les besoins sont immenses. La résistance est dans une impasse. Huang Hao pense alors à un homme rencontré plus tôt, le docteur Bussière, un Français dévoué à la cause de la Chine et opposé à l'occupation nippone. Ils se connaissaient depuis longtemps. Huang Hao connaissait le caractère altruiste du docteur. Alors, quand il était vital de fournir des médicaments à la résistance, qui d'autre que Bussière?
Bussière jouissait d'un statut spécial aux yeux des Japonais. Les avantages diplomatiques dont il bénéficiait en tant que Français lui offraient une couverture idéale pour agir. Bénéficiant de l'extraterritorialité, Bussière n'est pas soumise aux fouilles des Japonais. Atout majeur. Mais ce n'est pas la seule raison à motiver Huang Hao. Autre élément décisif, la localisation du jardin Bussière. Nous voici dans les monts escarpés de Miaofeng, sur les routes menant à la base secrète de Pingqi. Tout proche se trouve le domaine de Bussière. Depuis des années, la clinique du jardin Bussière soigne gratuitement les paysans des environs. Il est donc courant que le docteur vienne s'approvisionner en médicaments en ville. Voilà de quoi apaiser les soupçons des Japonais. Bussière est le passeur idéal. Mais livrer des médicaments à la résistance en territoire occupé est extrêmement dangereux. Les troupes japonaises, en furie, contrôlaient strictement les envois de marchandises vers les résistants, surtout les médicaments, et ils tuaient ceux qui étaient pris. Rien ne dit que Bussière acceptera une mission aussi risquée. Mais Huang Hao n'a aucune autre option. Il frappe à la porte du fameux docteur. Il a demandé à Bussière d'envoyer des médicaments sur le flanc de la montagne. En évoquant la montagne, Huang Hao fait allusion à la base secrète de la résistance. Bussière comprend aussitôt l'urgence de sa requête. Bussière a accepté sans hésitation. Les Chinois étaient persécutés par les Japonais. Inacceptable, n'est-ce pas? Alors cet homme juste a pris le risque. Il a mis sa vie en jeu pour livrer des médicaments. Après toutes ces années, le trajet est familier à Bussière. Mais il se prépare, étudie méticuleusement la route et les points de contrôle en imaginant tous les imprévus possibles. Quelques jours plus tard, le docteur se met en route pour sa première livraison clandestine. La voiture qu'il a achetée en 1926 est l'une des rares à Beijing. Elle arbore une plaque diplomatique. Bussière prend la route. Le trajet de plus de 40 km est périlleux. Premier obstacle, la porte Sichumen, passage obligé pour sortir de la ville. Lourdement gardé, le checkpoint est inévitable et les gardes sont réputés très violents. À Sichumen, en ce début d'après-midi, les gardes japonais effectuent leur contrôle de routine. Bussière s'arrête, impassible. L'heure de vérité. À cette époque, tous les passants étaient soumis à des contrôles. Mais comme Bussière était un étranger, et de plus un médecin transportant des médicaments, il avait une raison légitime de circuler. Lorsque Bussière est arrivé au poste de contrôle japonais de la porte Sichumen, au volant de sa voiture arborant une plaque d'immatriculation diplomatique, les soldats japonais ont immédiatement reconnu le célèbre docteur, ancien directeur respecté de l'hôpital français, résidant dans une villa des collines de l'Ouest. Ils l'ont laissé passer sans difficulté, se contentant d'un signe de la main. Passant sain et sauf le barrage, le docteur franchit d'autres checkpoints avant d'atteindre le jardin Bussière aux dernières lueurs du jour. Des agents de liaison réceptionnent alors les médicaments et repartent avec par des sentiers secrets. 3 jours plus tard, cette précieuse cargaison sauve de nombreuses vies sur les tables d'opération des forces de résistance. Avec ce premier voyage, le jardin Bussière devient le maillon crucial d'un pont clandestin vers la résistance. Fort de ce succès, un canal durable est créé.
acheminant des médicaments et du matériel avancé de Beijing jusqu'à la base secrète. Outre ces livraisons, Bussière soigne aussi chez lui de nombreux résistants blessés au combat. La proximité de sa demeure avec la base de la résistance lui permet d'apporter plus facilement son aide. Cette même année, en 1939, par une nuit noire, un homme surgit et frappe à la porte du jardin. Il vient de la base de résistance. Il est accompagné par un frère d'armes blessé. Le docteur Bussière était connu pour dispenser des soins gratuits aux villageois. Via leurs contacts, les membres de la guérilla avaient entendu parler de son intégrité et de sa dévotion. Confiant, le soldat n'a pas hésité à transporter son camarade gravement blessé au jardin Bussière. Pour le docteur, la rencontre avec un combattant communiste de la résistance anti-japonaise est une première. Sans poser de questions, il entreprend une opération en urgence. C'est ainsi que débute au sein même de la clinique du jardin Bussière le sauvetage secret de nombreux résistants, qui durera des années. Le jardin Bussière était une propriété privée dans des collines sauvages. Il devait disposer de ses propres mesures de sécurité. La tour de guet jouait un rôle essentiel pour assurer la sûreté des lieux. Par la suite, ce bâtiment a été transformé en clinique pour soigner les malades et blessés, en leur offrant un espace relativement dissimulé. Le haut de la tour aurait permis par exemple de cacher des soldats blessés pendant des fouilles japonaises. Ces espaces bien cachés ont ainsi pu être utilisés à bon escient. Au secours des patients, Bussière est bouleversé par ce qu'il découvre. La barbarie de l'ennemi, les victimes et les rescapés. Son devoir de médecin étant de soigner les blessés, il abhorre l'envahisseur japonais, surtout depuis les atrocités rapportées à Nanjing. À l'époque, la lutte anti-japonaise dans la banlieue de Beijing est particulièrement ardue. Les guérilleros et la résistance mènent souvent des batailles périlleuses en forêt. Faute de ravitaillement, des soldats affamés et amaigris doivent se contenter de quelques légumes sauvages. Les blessés légers restent au front. Ceux qui sont secrètement amenés au jardin Bussière sont les blessés les plus graves, auxquels le docteur donnera toujours le meilleur de lui-même. Au travers des liens tissés entre la vie et la mort, une amitié profonde se crée entre Bussière et les soldats de l'armée de libération. Dans le havre de son jardin, ces braves guerriers trouvent enfin un moment de répit au cœur de la tourmente. Mon ambulance aux collines. Blessé civil chinois de la région de Nankeo. Mon assistant et religieux alternant du vertu divin. Tous les blessés devant être évacués sur Pékin. Je n'en ai pas perdu un seul. Septembre 1937, 10 heures. J'ai vu une photo chez le fils de Bussière. Sur cette photo, il y avait une dizaine de personnes, dont des soldats armés de fusils et portant des bombes à la jambe. Il y avait aussi quelques partisans de la guérilla. Bussière était là, de dos, au milieu du groupe, qui semblait détendu et en pleine conversation. Un enfant se tenait au centre, souriant face à l'objectif. Quand j'ai retourné la photo, j'ai lu une petite inscription au crayon. 1939, les Palous à Payancreux. Le 8 décembre 1941, les États-Unis et la Grande-Bretagne déclarent la guerre au Japon. La guerre était jusqu'alors centrée sur l'Europe, mais l'attaque de Pearl Harbor entraîne l'Asie-Pacifique dans la guerre.
La plupart des pays choisissent alors de s'aligner contre le fascisme, formant ainsi un contrepoids redoutable aux puissances de l'Axe. La guerre du Pacifique était déclarée et le Japon était ouvertement en conflit avec les États-Unis. Par conséquent, les étrangers, américains ou français, ne bénéficiaient plus en Chine de la même protection qu'auparavant. Les Japonais pouvaient les arrêter. C'est à ce moment-là que Michael Lindsay, professeur d'origine britannique travaillant à l'université de Yanqing, sent venir le danger. À l'époque, Lindsay était professeur à l'université Yanqing. Il aimait manipuler des radios. Lorsque la guerre du Pacifique a éclaté, il a très vite appris la nouvelle sur les ondes. Conscient que les Japonais allaient l'arrêter, il a sauté dans sa voiture et s'est éclipsé. Michael Lindsay a consigné cette évasion dans ses mémoires. Nous avons abandonné la voiture avant le poste japonais de Wenchuan et nous sommes partis à pied dans la campagne en engageant un couple de fermiers pour porter nos bagages dissimulés dans leur panier de moisson. Nous nous sommes dirigés vers la maison de vacances d'un médecin français qui avait soigné des soldats chinois blessés. Le 8 décembre, à midi, des étrangers se présentent au jardin Bussière, portant plusieurs valises et l'air pressé. Ils prétendent être des amis du docteur. Malheureusement, ce dernier est absent, mais son majordome les invite à déjeuner. À l'époque, il n'avait pas encore rencontré Bussière, mais il savait que ce dernier avait des relations avec le Parti communiste et qu'il avait envoyé des médicaments à notre base. Le majordome du jardin de Bussière était un membre clandestin du Parti communiste, nommé Wang Yuechuan. Il a pris les visiteurs pour de vieux amis du docteur Bussière et leur a préparé un repas. À la fin du repas, il était déjà tard. Le soleil était sur le point de se coucher. C'est alors que Li Xiaoli, la femme de Michael Lindsay, a révélé leur véritable intention. Ils cherchaient à rejoindre les troupes de la guérilla dirigées par le Parti communiste. Pour le majordome, la situation était délicate, car les patrouilles japonaises étaient fréquentes en journée, tandis que les guérilleros étaient actifs de nuit. La zone était sous tension. L'agent a finalement engagé des personnes pour transporter leurs bagages et les conduire vers Guanjialing. Nous avons été mis en contact avec un homme qui était officiellement un chef de village sous le régime japonais, mais qui travaillait en fait pour les communistes. Il nous a cachés dans un petit temple de la source du dragon, et la nuit suivante est apparu un homme que j'avais déjà rencontré lors d'un transfert de matériel. Il nous a guidés autour du mont Miaofeng, et le lendemain matin, nous avons rencontré les premières troupes chinoises. Plus tard, Lindsay apprend qu'à peine 10 minutes après son départ, les gendarmes japonais étaient venus à l'université Yanqing pour effectuer des perquisitions, menaçant de sévères sanctions ceux qui auraient osé le cacher. Nous devions encore franchir les lignes de blocus japonaises avant d'atteindre la base principale, et nous avons dû attendre plus de 2 semaines avant d'accompagner un groupe de soldats. Les principaux villages avaient été détruits et nous avons été logés chez une famille qui vivait dans de petites huttes qu'elles avaient construites à l'origine pour cultiver ses champs dans une petite vallée latérale. Ainsi, avec l'aide de la famille Bussière et après des semaines de péripéties, ils peuvent enfin atteindre la base de la résistance, pour ensuite se rendre à Yan'an 3 années plus tard. Pendant ces années, à la base, Michael Lindsay forme des spécialistes en communication, leur enseigne la technologie de la radio et établit une station radio internationale qui sera capable de transmettre des signaux jusqu'aux États-Unis et en Inde. Le 1er septembre 1944, depuis une grotte à Yan'an, l'agence de presse Xinhua a émis un communiqué en anglais. C'était la première fois que le monde captait un message en provenance de Yan'an. Le village par lequel Michael Lindsay avait pris la fuite était situé au pied d'une montagne et porte le nom de village de la source chaude, comme celle qui s'y trouvait. Il constituait la principale voie de transport de la ville de Beijing vers l'ouest. Il s'agissait également de l'itinéraire incontournable de Bussière pour se rendre de la ville à son jardin. À cette époque, les collines de l'Ouest étaient souvent ravagées par les pluies estivales, rendant les routes impraticables.
En 1932, Bussière avait lui-même financé la construction d'un pont qui avait été baptisé Pont du Docteur Bussière par les locaux. Les envahisseurs japonais ont su voir l'importance stratégique du village de la Source Chaude. Fin 1941, les Japonais commencent à y bâtir une forteresse triangulaire avec des murs de 3 mètres de hauteur et une grande porte sur chacun des 2 murs est et ouest, contrôlant ainsi l'accès entre Beijing et aux collines de l'ouest. Mais pourquoi la construction d'une telle forteresse ? À l'époque, la résistance anti-japonaise dans la région de Pingchi est très active, multipliant les offensives contre les forces qui contrôlent la capitale. Les Japonais espèrent, avec cette forteresse triangulaire, stopper la résistance des militaires et civils chinois en coupant les routes de communication entre Beijing et les régions de l'Ouest. En parallèle, l'armée japonaise contrôle les antécédents de tous les résidents de la région de Beijing. Seules les personnes en capacité de prouver leur loyauté envers l'Empire du Japon peuvent franchir les portes. Tous les biens en transit sont strictement contrôlés. Le statut de médecin français n'est plus un talisman infaillible et les risques liés au transport de médicaments sont considérablement aggravés. L'armée japonaise rencontre des problèmes croissants d'approvisionnement, accélérant ainsi les pillages de ressources. L'essence, un produit stratégique, devient de plus en plus difficile à se procurer, rendant la voiture du docteur inutilisable. Comment alors assurer le transport des médicaments ? Il prend alors le vélo. À l'époque, Bussière avait déjà plus de 70 ans. Il lui fallait parcourir plus de 40 km à vélo pour livrer des médicaments. Les routes en terre étaient extrêmement boueuses. Imaginez Bussière pédalant sur 40 km de route défoncée tout en transportant des dizaines de kilos. C'était un véritable défi. C'était un trajet épuisant qui lui prenait presque toute une journée. On voyait souvent dans les collines de l'Ouest un vieil homme à la moustache blanche pédalant vigoureusement à travers des routes sinueuses au crépuscule. De plus, sur ce chemin, il doit affronter les dangers de la forteresse triangulaire et d'autres points de contrôle tenus par l'ennemi. Ce périple à vélo est une promesse de mort. Durant des années de résistance anti-japonaise, le jardin Bussière sert de relais aux nombreux partisans progressistes et résistants clandestins qui se rendent secrètement à la base. Plus tard, lorsque Huang Hao, qui avait établi une voie secrète pour la livraison de médicaments avec Bussière, est recherché par l'armée japonaise, le même bon docteur l'aide à s'échapper de Beijing. Malgré la situation dangereuse, le jardin Bussière continuera de servir de relais secret pour l'acheminement des médicaments. L'année 1942 est particulièrement difficile pour la résistance anti-japonaise. La Chine et les Alliés ont ouvert une ligne de transport aérien traversant l'Himalaya, connue sous le nom de route de la Bosse. Cette route transporte une grande quantité de fournitures militaires destinées à la lutte contre le fascisme japonais. Elle sera un atout pour triompher. Plus tard, le chemin emprunté par Bussière pour livrer les médicaments sera surnommé la route de la Bosse à vélo, en son honneur, commémorant sa contribution remarquable au soutien de la résistance du peuple chinois face au fascisme japonais.
en 1952, lors d'une journée ensoleillée, une cérémonie de mariage a lieu à Beijing. Le marié est un Français de 80 ans, nommé Jean-Augustin Bussière, tandis que la mariée est une Chinoise de 28 ans, du nom de Hu Sidan. Malgré l'opposition de sa famille, la jeune femme chinoise a décidé de s'engager dans cette union qui sort de l'ordinaire. Hu Sidan était issu d'une famille de l'élite. Bussière l'avait soigné d'une infection pulmonaire et lui avait conseillé de passer du temps dans les collines de l'Ouest pour se rétablir. Ainsi, la jeune fille séjournait fréquemment au jardin Bussière. Elle y faisait du dessin et aidait à l'entretien des lieux. Le séjour de Hu Sidan au jardin Bussière avait duré plusieurs années, au cours desquelles son état de santé s'était stabilisé et amélioré. Durant cette période, quand le docteur soignait des patients dans sa clinique de la Tour de Guet, Hu Sidan lui prêtait main forte pour finalement devenir son assistante la plus fiable lorsqu'il apportait une aide secrète aux militaires et civils chinois. En côtoyant Bussière, Hu Sidan s'est senti évoluer. Une jeune demoiselle insouciante qui a découvert le bonheur d'aider les autres. Elle a perçu chez Bussière une grande noblesse d'esprit et un amour sincère pour le peuple chinois, ce qui a renforcé ses propres sentiments pour lui. En 1954, 2 ans après leur mariage, Bussière quitte la Chine avec son épouse, après y être resté 41 ans. Il retrouve la ville natale d'où il a été si longtemps absent. En 1956 naît leur unique enfant, Jean-Louis Bussière. Le docteur Bussière meurt en 1960, à l'âge de 86 ans. Élevé par sa mère, Jean-Louis Bussière s'est inscrit à l'école de médecine militaire, tout comme son père, et a obtenu son doctorat en cardiologie. Jean-Louis Bussière n'avait que 3 ans lorsque son père est décédé. Alors que les souvenirs de son père avaient presque disparu, les albums photos de sa mère, soigneusement conservés, lui ont permis de retrouver ce passé enfoui. Il a décidé de créer l'association Jean-Augustin Bussière pour faire connaître ces images et partager l'histoire de l'amitié entre la Chine et la France. Alors mon espérance, c'est que ces relations perdurent comme elles l'ont fait jusqu'à présent. Malgré les aléas de l'histoire, la France et la Chine sont toujours restées proches et donc il n'y a pas de raison que ça ne continue pas. En 2014, le gouvernement du district de Haidian a organisé la restauration du jardin Bussière et l'a ouvert au public en tant que salle commémorative. Les photos de famille offertes par Jean-Louis sont revenues à l'endroit où l'histoire s'est jouée, donnant à davantage de jeunes personnes l'occasion de découvrir ces années où la guerre était impitoyable, mais les gens compatissants. Ça évoque ce passé qui m'est très cher et de cette histoire, si je n'étais pas né, je ne serais pas ici pour la raconter. C'est quand même une histoire extraordinaire. J'ai l'impression d'être déjà venue ici puisque j'avais vu beaucoup de photos sur cette époque et également l'endroit où mon grand-père et ma grand-mère habitaient en France ressemble beaucoup à ce jardin. 他是一位像白求恩一样的国际主义战士，将个人生死置之度外。是个法国人，非常同情中国人民的抗日战争，一直在无私的援助中国人民的抗战事业。贝大夫还帮助了很多地下党员、爱国青年等抗日志士。Je dois ma vie au docteur Bussière. C'est quelque chose que je n'oublierai jamais. Après tout ce qu'il a entrepris en Chine, il a fini par adopter ce pays comme sa deuxième patrie et se considérer comme l'un des nôtres. Il était vraiment exceptionnel. Il n'a pas effectué ses livraisons qu'une seule fois, n'est-ce pas? Il a continué à le faire pendant toute cette période. Animé d'un esprit internationaliste et pacifiste, il vouait un amour profond au peuple chinois et à sa culture. On peut dire que la moitié de sa vie a été consacrée à son grand engagement en terre du milieu. Les héros sont éternels.
Le président Xi Jinping a souvent rappelé dans ses discours que nous n'oublierons pas les nombreux amis français qui ont tant contribué au développement de la Chine. Parmi eux, il a plusieurs fois cité celui qui, au péril de sa vie, a ouvert une route de la Bosse à vélo dans des conditions extrêmes pour acheminer des médicaments vers les bases chinoises de la résistance anti-japonaise. Son nom était Jean-Augustin Bussière.